Bonjour Olympia. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour t'interviewer concernant ton tour du monde que tu as fait l'année dernière, cette année enfin. Tu es parti quand et pourquoi es-tu parti? Alors, je suis partie très exactement du 29 septembre 2011 au 31 mai 2012. Donc, c'est des dates que l'on n'oublie pas. Et d'autant moins que j'ai appelé mon expo photo 243 jours d'émotion, qui était dès le départ le décompte de ces 8 mois. J'avais calculé. Alors, où est-ce que je suis partie et pourquoi? Pourquoi tu es parti, on va dire déjà? Donc tu es parti 8 mois. Je suis partie 8 mois, voilà. Je suis partie, ça s'est pratiquement imposé à moi. Je suis, je crois, vraiment devenue une globe-trotteuse, une voyageuse. Voilà, j'ai le virus. Les voyageurs se reconnaissent. Quand on commence, on n'a plus envie de s'arrêter. Et ça fait 8 ans que je préparais ce départ, puisque je l'avais déjà en tête. En fait, je l'ai en tête depuis beaucoup plus longtemps, puisque je me souviens qu'à 21 ans, j'avais déjà l'idée de partir vivre aux États-Unis, dans un autre pays, etc. Et puis les années sont passées, j'ai travaillé, j'étais bien dans mon travail, jusqu'à un moment où je me suis dit, mais les années passent, et ce rêve que j'ai depuis toujours, il est en train de... voilà, il commence à être repoussé un peu de trop. Et du coup, voilà, j'ai eu 8 ans, j'ai décidé que j'allais prendre une pause dans ma vie pour le faire. Et il se trouve qu'au mois de mars, un mois avant d'envoyer la lettre que j'avais déjà préparée pour ma demande de congé sabbatique, je suis partie faire du ski. Et la petite semaine de ski s'est transformée en 4 mois d'hôpital. Je me suis fracturé le genou assez sévèrement. Ouais. Et du coup, c'était un peu... comment dire, un choc, parce que la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'étais assise sur la piste de ski en train d'attendre les secours, je me suis dit, mon voyage, mon Dieu, quelle horreur. Et quand j'ai su que j'allais mettre beaucoup de temps à m'en remettre, ça a été vraiment le truc le pire, quoi. Je me suis dit, voilà, ce projet il est foutu, tout tombe à l'eau. Et en fait, il s'est passé 5 ans entre le moment où j'ai senti que j'avais quand même bien récupéré, que disons que le principal obstacle c'était le poids sur mes genoux, voilà. Donc à un moment je me suis dit, mais je peux pas concevoir de continuer cette vie sans faire ce voyage. Et donc à un moment je me suis dit, tant pis, je marcherai moins, j'aurai un sac moins lourd, mais je veux partir, je veux le faire. Et donc voilà, je me souviens le 31 décembre 2010, je m'étais dit qu'à minuit je voulais avoir décidé, puisque ça faisait des mois que ça mijotait, et je me suis dit, tiens, je me donne une échéance. D'accord. Et je me suis dit, à minuit je veux avoir décidé. Et à minuit, au moment où on a tous trinqué, j'ai eu un petit arrêt. Je me souviens que j'ai dit à tout le monde, bon, je prends une décision. Et en fait j'ai pas voulu le dire, parce qu'après tout je me suis dit, mais non, c'est pas un challenge, j'ai rien à prouver, je le ferai ou je le ferai pas, mais en fait je savais que dans ma tête c'était décidé. D'accord. Et je voulais pas le dire à voix haute comme si c'était un truc sur lequel je pouvais plus revenir, parce qu'on a le droit. Mais tellement envie à l'intérieur de toi, voilà, que finalement t'as pas besoin de l'annoncer forcément. Le chemin était déjà fait, mais je me laissais aussi éventuellement la possibilité de revenir en arrière s'il fallait, quoi. Oui, ou donner peut-être plus de temps pour l'organisation, parce que ça prend du temps. Et donc l'idée était quand même de partir au mois de septembre. D'accord. Donc quand tu t'es dit que tu décidais, tu t'es décidé 9 mois avant, on va dire. Ah oui. D'accord. Et donc ça a dû être une grosse organisation. Comment est-ce que tu t'y es pris? Donc tu as dû demander un congé sabbatique combien de temps avant, et combien de temps ça prend pour préparer un tour du monde, en fait? Le congé sabbatique, normalement c'est 3 mois avant. Moi j'avais pas de soucis au travail, j'avais pas l'intention de partir. C'était pas une fuite, c'était pas une revanche, c'était pas voilà.
Et du coup, je voulais faire les choses bien, je voulais rester en bon terme avec ma société, mon responsable, etc. Et du coup, je m'y suis prise avec beaucoup d'avance, c'est-à-dire que je crois que j'ai envoyé ma lettre au mois d'avril, exactement comme je devais le faire 6 ans avant. Ça n'avait été qu'une répétition, ce truc. Et donc j'ai envoyé ma lettre, et puis j'ai eu la réponse vraiment rapidement, normalement c'est un mois. Et je crois qu'au bout de 10 jours, la RH m'a appelé en me disant on a un petit truc pour toi, et c'était l'accord. Donc j'étais très très contente. Et après, sur l'organisation, ben, il se trouve que justement, comme j'avais déjà mon plan 6 ans avant, en fait, j'avais déjà beaucoup réfléchi. Je savais déjà que je voulais absolument aller en Asie. Je connaissais la Thaïlande, je connaissais la Chine. J'avais absolument envie d'aller revivre le bonheur de ce coin-là avec beaucoup plus de temps et de liberté. Je savais que je voulais absolument aller en République dominicaine. Donc c'est étrange. Qui est mon fief depuis 8 ans où j'ai eu un coup de foudre pour un petit village de pêcheurs où je retourne Las Galeras, qui est devenu mon petit coin de paradis. Et dès le départ, je m'étais dit, je peux de toute façon pas faire un tour du monde sans aller voir toute ma famille qui est en Argentine, puisque je suis franco-argentine, que mes parents sont nés là-bas, que je connais quasiment pas le pays, parce que j'y étais juste allée 2 fois à Buenos Aires et que j'avais passé mon temps à découvrir les membres de ma famille. Mon cousin qui est là-bas a le même virus que moi, c'est un grand voyageur aussi. Il avait fait un grand voyage, il avait traversé l'Argentine du nord au sud ou du sud au nord, je ne sais plus, mais du coup je lui avais demandé conseil. Et il m'avait aidé, il m'avait motivé, il m'avait aidé à préparer cette partie-là. Donc voilà, j'avais ces 3 axes-là, je savais que je voulais que j'allais commencer à Buenos Aires. En plus, encore une fois, c'était pas un challenge, le truc, c'était pas de me prouver que j'étais capable de quelque chose, j'avais juste envie de le faire. Et je me suis dit, je vais commencer facile, parce que c'est vrai que ce projet, dans ma tête, j'ai toujours imaginé le faire à 2. Que les choses ne se sont pas passées comme ça, et qu'au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, je le fais toute seule, mais je le fais quand même. Et je voulais pas justement me mettre d'épreuves plus grosses que ce que c'était déjà que d'être seule. Donc je me suis dit, je vais commencer en Argentine, je vais commencer à Buenos Aires avec ma famille dans un pays hispanophone. Et puis je vais remonter tout ça. Ensuite je vais aller me poser. Donc l'idée c'était de remonter Argentine-Buenos Aires. J'ai fait un petit saut dans le nord pour aller voir les chutes d'Iguassou. Et ensuite je suis partie complètement au sud, à El Calafate, donc en Patagonie. Et j'ai remonté donc toute l'Argentine, une petite partie du Chili, un bout de la Bolivie, jusqu'au Pérou. Et du Pérou, donc je suis passée en République dominicaine, où là, au départ, j'étais partie j'avais dans l'idée d'y rester 6 mois. J'ai réduit à 2 mois. Ça me faisait mal, mais bon, je me suis dit que j'avais d'autres choses à voir quand même. Et de là, j'ai fait un petit bout du Yucatan. Et ensuite, je suis partie au Mexique. J'avais une escale à Los Angeles où j'ai mes 2 meilleurs amis, donc évidemment, je suis passée les voir. Et c'était mon petit cocon, ma petite bulle de bonheur où je me suis fait chouchouter pendant une semaine en plein milieu du voyage. Et là-dessus, j'ai rempilé sur la Thaïlande du Nord, puis le Vietnam que j'ai descendu en train du nord au sud, un petit passage à Hong Kong, et je m'étais dit, je veux finir en beauté. Je savais qu'ensuite, j'allais reprendre une année entière de travail sans vacances. Et je m'étais dit, voilà... vu que j'avais soldé évidemment tous mes congés, et je me suis dit je veux finir en beauté sur une plage de rêve, et je me suis dit je vais terminer à Bali. Voilà, donc je suis allée à Bali, et en fait même sur une toute petite île de 3 km de long qui s'appelle Gili Air. D'accord. Voilà. Donc mon voyage s'appelle de Buenos Aires à Gili Air. Tu avais choisi une autre fin, un autre endroit, tu aurais dû trouver une autre phrase. C'est vrai. Il aurait fallu que je trouve une autre rime. Bon, et donc, est-ce que c'est compliqué finalement la préparation? C'est-à-dire que, tu sais à peu près tes villes, voilà. Tu vas faire un planning alors, non? Voilà, donc après, c'est vrai que j'ai une bibliothèque à côté. Je suis allée prendre, je crois que j'avais 19 guides du routard en permanence chez moi, que je rendais, que je reprenais. On a le droit de prendre autant de livres de de Paris.
J'en avais, voilà, j'avais tout, enfin, Guide du routard, les Lonely Planet, les Géos, les guides bleus, tout ce que je trouvais. Et puis j'ai potassé, voilà, donc l'organisation c'était ça. Donc d'une part, savoir moi où j'avais envie d'aller, Mhm. parfois dans la précision, en lisant, en me disant, bah tiens, d'abord en fait, c'est dégrossir. Il y a un pays, qu'est-ce que je ne veux absolument pas rater, qu'est-ce que je veux absolument voir. Forcément, on ne peut pas tout voir, donc il faut faire des choix. Oui, même avec beaucoup de temps, Voilà. finalement, ça reste limité. Et du coup, donc je lisais, je regardais et bah, je cochais, enfin je marquais. J'avais pendant toute l'année, j'avais un énorme cahier que j'avais acheté et c'était mon cahier de notes. Donc pendant toute l'année, je notais, je notais, je notais. Et je sais pas, par exemple, je lisais un truc sur un petit hôtel de charme où je voulais absolument aller parce que je sais pas, voilà, il m'avait donné envie d'y aller. Donc je le notais. Donc j'avais des points de chute comme ça pour moi immanquables. Et puis après, bah, un tracé assez général. Ça, c'est pour l'organisation. Effectivement, enfin évidemment, après, il y a au jour le jour, hein, sur place, on croise d'autres voyageurs. Moi, j'allais toujours à contresens de tout le monde. Donc, c'était marrant parce qu'en fait, j'étais complètement seule et en même temps, je bénéficiais, moi, des plans des autres. Et puis, comme je suis aussi mise bon plan, les gens que je croisais, je leur filais tous mes bons plans. Donc, voilà. Donc, toujours, on se dit, tiens, tu viens d'où, tu vas où? Est-ce que tu connais un bon endroit, etc. Je me souviens d'avoir eu des critiques avant de partir où on me disait mais tu prépares trop un voyage du monde, c'est pour découvrir, tu pars les mains dans les poches, tu n'as pas besoin de préparer tout ça. Et là je réfute, et encore aujourd'hui c'est complètement faux, parce que d'abord on continue sur place à passer énormément de temps à préparer. Sinon c'est des pertes de temps, enfin voilà, on peut toujours se casser le nez, mais je trouve que c'est idiot de perdre du temps. On met forcément du temps à comprendre comment les choses fonctionnent et à découvrir justement les petits plans. On ne peut pas le trouver comme ça. Donc il y en a qu'on trouve sur place, il y en a d'autres qu'on trouve un peu avant. Et donc ça c'est pour l'organisation. Et en plus de ce qui est de la géographie, des activités, etc., il y a en amont une énorme préparation pour voyager l'esprit tranquille, quand on a des responsabilités, des factures à payer, des impôts, tout ce qui est paperasse à préparer, être sûr que tout fonctionne. Bon, moi, dans mon cas, il n'y avait pas énormément de visas. Il y en a pour qui il ne faut pas préparer les visas. Alors là, il y a des checklists. Enfin, tous les voyageurs, on trouve ça sur tous les sites. Ça va des vaccins aux médicaments qu'on doit emmener. À penser à se faire des sauvegardes, tout. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui navigue énormément sur Internet, qui utilise vraiment Internet pour tout. Donc, j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de comptes différents avec des mots de passe différents. Et j'ai pas une grosse mémoire. Donc, je me souviens que c'était un gros casse-tête. Et je me souviens même de t'avoir contacté pour te demander si tu connaissais des logiciels de cryptage de données, etc. Parce qu'une fois qu'on est parti... c'est qu'on n'a pas utilisé tel compte pendant 3 mois. Le jour où on doit se connecter à tel service, un problème de santé, il faut se connecter à son truc de sécu, etc. L'endroit où on a stocké, je sais pas, ses fiches de paye, ne serait-ce que son compte, moi j'en ai deux, son compte en banque. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Scanner tous ces papiers d'identité, justement les sauvegarder de façon très secrète et que personne puisse tomber dessus. Enfin, il y a beaucoup d'organisations. Et puis évidemment, ce qu'on va mettre dans son sac à dos, qui est la grande angoisse. Pour moi, c'était un des trucs les pires. Ben oui, parce que entre les maillots de bain, ça va. Et les grosses doudounes peut-être pour aller au sud de l'Argentine. C'est ça, c'est qu'en fait j'avais choisi, heureusement seulement au début de mon voyage, en fait sans avoir pris la grosse tête, j'étais extrêmement fière de mon itinéraire et je trouvais que tout s'enchaînait parfaitement bien. Donc j'ai commencé effectivement dans un endroit froid, puisque la Patagonie... il faisait très froid, je suis allée voir un glacier. Ensuite, j'étais 3 jours sur un ferry qui navigue le long des fjords dans la Patagonie chilienne. Et donc, là, c'était prévoir le chaud. Et puis, dès que j'arrivais à peu près au centre de l'Argentine, hop, je dis ça. D'abord, j'ai perdu le coupe-vent que j'avais.
Et il y a des choses dont j'ai eu besoin jusqu'au Pérou, puisqu'à Cusco, j'ai crevé de froid pendant 10 jours. Et une fois arrivée en République dominicaine, là, vu que j'ai plein d'amis, des contacts, etc., j'ai eu la chance de pouvoir laisser toutes les choses dont je voulais me débarrasser et qu'en même temps je voulais pas perdre. Donc j'ai donné à mes amis un sac pas petit, conséquent, avec toutes les choses que je voulais qu'on me ramène en France à la première occasion, plus les choses que j'avais achetées entre-temps sur la fin de cette partie-là. En fait, j'avais des étapes. Donc tu as pu te récupérer tes souvenirs en fait et partir avec plus de choses au départ en te disant que de toute façon tu pourrais les récupérer. Il y a eu 2 étapes, c'est-à-dire qu'à la moitié de mon voyage en République dominicaine où j'ai pu laisser des choses qu'on m'a ramenées. Et puis tout le reste c'est extrêmement frustrant parce que on a envie d'acheter mais on ne peut rien acheter, d'autant plus que moi pour le coup, comme je te disais avec mon genou, je pouvais pas me permettre, j'avais quasiment 22 kilos en permanence. Ouais. Oui, parce que je suis partie avec mon ordinateur, mon appareil photo, toute la connectique. Et puis je suis quelqu'un qui sait pas partir léger, donc voilà, c'était comme ça. Mais tout au long du voyage, en fait, ça devient très stressant parce qu'on sait qu'on peut rien acheter. Et je me suis gardée les derniers jours à Bali pour faire les derniers achats, les petits souvenirs, les trucs que je voulais ramener. D'accord. Et c'est vrai, quand on achète quelque chose, ça devient comme un doudou, quoi. C'est un truc auquel on tient énormément. Oui, ça te rappelle des bons souvenirs. Et on n'arrive plus à s'en séparer. Ouais. Et par rapport au billet d'avion, je sais que j'avais regardé moi il y a quelques années, je sais que selon les destinations, je ne sais plus si c'est par continent, il y a certains prix, certains coûts en fait. Est-ce que c'est le poste de dépense principal, ce sont les billets d'avion finalement ou sur place? Combien t'as coûté d'avoir la totalité de ton tour du monde? Alors, d'abord il y a 2 choix, des gens qui prennent un aller simple, je sais pas, pour un continent, et puis ils se font tout le continent, et puis ils reviennent quand ils ont envie, quoi. Oui, c'est un peu plus simple. Moi, encore une fois, parce que c'était la première fois que je partais toute seule, j'avais quelque part envie de baliser un peu le voyage. Et du coup, j'ai choisi d'aller voir une agence de voyage qui se trouve quasiment à la porte de mon immeuble et qui propose des billets Tour du Monde, donc qui est spécialiste de Tour du Monde. Et on peut trouver, écoute, moi j'en avais eu avec les taxes pour 3 800 € et j'avais plus de 10 vols de mémoire, ce qui est vraiment une super affaire. Alors après, il y a des contraintes parce que il faut choisir à l'avance les destinations. On n'a pas le droit de faire plus de 3 arrêts par continent. On doit aller toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller en arrière, dans le sens soit on va dans le sens des horloges du monde, soit dans le sens contraire, mais on doit aller toujours dans le même sens et pas faire de marche arrière. D'accord. Donc il y a ça, et puis après en fonction justement du nombre de quelque part de miles qu'on parcourt, il y a des tranches en fait, et puis il y a les taxes qui viennent s'ajouter à tout ça. Mais 3 800 € pour une dizaine de vols. Pour une dizaine de vols, c'est vraiment super, quoi. Et puis en plus c'est modifiable, enfin. Ah, c'est modifiable. Oui, on t'explique. Même... Alors non, pas sur les destinations, mais sur les dates, tu peux modifier les dates. Ça coûte pas très cher. On a parfaitement dissuadé avant le départ. On l'a dissuadé, mais je sais que c'est faisable. D'accord. Et en l'occurrence, tu vois, sur les 8 mois, j'ai jamais déplacé un vol. Quelque part, c'est bien aussi. Ça te force à tenir à quelque chose, sinon dès que tu découvres un endroit, t'as plus envie de bouger, t'as envie de rester 2 mois. Voilà. C'est difficile parfois de se bouger, de se botter les fesses pour partir d'un endroit qu'on apprécie beaucoup. Et au global, tu sais combien ça t'a revenu environ? Écoute, j'avais calculé mon budget, c'était 1 000 € par mois, ce qui est déjà plutôt bien. C'est, je dirais, presque du luxe par rapport à d'autres voyageurs. Voilà, il y a des pays où j'ai dépensé moins et d'autres où j'ai dépensé plus. Au final, ça s'est compensé. Quand je suis rentrée, j'ai mis quasiment 1 mois et demi avant de faire vraiment mes comptes. Et j'ai une énorme surprise, c'est que je suis complètement retombée sur mes pattes. Donc ça prouve bien que j'ai vraiment l'économie. Je fais très attention. Ça comprenait les cadeaux ou c'était hors cadeau Ça comprenait tout. Tout ce que j'ai dépensé. Donc ça fait 8 000 hors billets, donc ça fait dans les 11 000 12 000, quelque chose comme ça, quoi. Oui, voilà. Ouais,
En gros, moi, je m'étais donné 15 quoi. 000 euros pour 8 mois Mhm. et j'étais dans les clous. D'accord. Donc, tu m'as expliqué que finalement, tu n'avais pas optimisé ta valise. Donc, tu es partie seule. J'avais de tout, c'était incroyable. C'était incroyable parce que, bon, en plus, j'ai passé vraiment beaucoup de temps toute seule. Et il y avait des fois où je riais, je me disais, j'ouvrais mon sac. Bon, enfin, juste un petit truc marrant, c'est que au début, d'autant plus moi qui ai pris mais tout ce dont je pouvais avoir besoin, c'était incroyable. Donc au début, à chaque fois que tu cherches quelque chose, tu mets des heures. Tu veux tout remballer, enfin, tu défais, tu essaies d'être organisé, mais bon. Et au bout de, je dirais, 3 semaines, un mois, tu prends tes petites habitudes, tu sais exactement où est chaque chose. Et tu peux ouvrir, chercher quelque chose dans ton sac, les yeux fermés, en pleine nuit, dans un dortoir. Tu tombes exactement sur l'objet que tu cherches, même le plus petit. D'accord. Et tu m'as dit donc que tu étais partie seule, donc Ouais. c'est pas facile. Est-ce que c'était difficile et est-ce que le fait d'avoir été une fille rend la chose plus difficile ou pas? Parce qu'effectivement, des fois, des personnes peuvent partir seules, mais une fille seule, ça peut Être faire dangereux, un petit peu peur. etc. Non, disons dangereux, disons que ça peut faire peur à quelqu'un, à une fille de partir. Après, est-ce que c'est dangereux? Ça dépend où tu vas, j'imagine aussi, quoi. Donc, je te cache comment pas t'as ressenti la chose? que j'avais évidemment une appréhension, hein. J'avais peur, j'avais même très peur au départ, et puis je me suis dit, bah, écoute, de toute façon on verra bien, enfin, quand le désir est plus fort que tout, on fait avec. Et puis dès que j'ai quitté Buenos Aires et que j'ai commencé vraiment mon voyage toute seule, le premier soir je me suis retrouvée dans une auberge de jeunesse. En 5 minutes, on m'avait invité à partager mon dîner avec d'autres gens. Du coup, le lendemain, je suis partie avec eux. Donc ça a commencé très très bien. Et ensuite, je me souviens que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes seules. J'en voyais plein. Et je me souviens avoir demandé à quelqu'un d'une auberge, j'ai dit mais il y en a beaucoup. Et je me souviens, le type de la réception m'a dit mais c'est incroyable, il y a 5-6 ans, on voyait beaucoup d'hommes, enfin de jeunes hommes en général seuls. Et là, la tendance est complètement renversée, on voit plus de femmes seules que d'hommes. Donc déjà, ça, quelque part, c'était rassurant. Et en fait, il se trouve, je pense que c'est aussi mon âge, enfin, je sais pas, en fait, très très rapidement, je me suis sentie très bien toute seule. Et c'était, je sais pas, c'était un plaisir immense. Ce que je redoutais, c'est-à-dire de ne pas pouvoir partager avec quelqu'un. Mais je me suis rendu compte que ça me comblait totalement et que justement, puisque j'avais mon blog, puisqu'on n'en a pas encore parlé, je tenais mon blog de façon assez assidue. J'avais sur Facebook, je postais, moi j'ai mon ordinateur donc j'étais connectée quasiment tous les jours. Je postais mes photos au fur et à mesure et en fait ça a joué un rôle très très grand et fort parce que du coup je me sentais, comment dire, en lien avec mes amis, avec les gens que je rencontrais au fur et à mesure. Ça pouvait être la soirée par exemple, enfin pendant les 2 ou 3 ou même 4 heures que je pouvais passer sur mon ordi. Et du coup ça me permettait tout le reste du temps, c'est-à-dire les 18 autres heures de la journée, d'être complètement seule et de profiter complètement de tout. Je me gorgeais, c'était de la boulimie quoi, c'était vraiment, j'étais euphorique pendant 8 mois, j'étais boulimique de tout, je prenais tout à grosses goulées, quoi. C'était vraiment... voilà. Et du coup, j'avais même pas besoin d'autres personnes, en fait. Puisque tu n'avais pas besoin de quelque chose, enfin, tu avais besoin de partager forcément quelqu'un, tu le prenais pour toi tout seul finalement. C'était, en fait. ouais, Cette satisfaction personnelle en disant je suis heureuse d'être là. C'était incroyable. Et c'était un sentiment que j'avais jamais eu avant, en tout cas jamais à ce point-là et aussi fort. Après, oui, j'ai fait plein de connaissances, bien entendu, mais il m'arrivait de fuir les gens, alors que j'ai absolument aucune timidité et que je peux parler avec n'importe qui. Là, en plus, je parle anglais, espagnol. Enfin, j'ai pas ces freins-là, mais voilà, je cherchais même pas forcément à rencontrer des gens. Est-ce que c'est parce que tu es un petit peu indépendante à la base? Oui,
Oui, je suis indépendante, ça c'est sûr. Oui, je suis indépendante. Mais Oui, la compagnie... Je sais que tu es indépendante, mais tu es en même temps sociable, donc c'est pour ça, oui. c'est un équilibre des deux. Donc, Oui, et puis, moi, comme je te dis, avant de partir, je redoutais terriblement de ne pas pouvoir partager. Et en fait, à chaque fois que j'étais seule et que je vivais des moments très, très, très intenses, à l'instant, là, je me revois, tu vois, au nord de l'Argentine. J'ai fait une balade, en fait, je sais pas, ça doit être un petit trek de 1 heure et demie que j'ai fait en, je sais pas, 3 heures et demie. Qui fait le tour d'un village. En fait, tu passes dans une montagne qui s'appelle la montagne des 7 couleurs, à Pumamarca. Et j'étais seule. Tu commences le petit trek, enfin la balade, si tu veux, en commençant par le cimetière du village qui est magnifique et tout coloré. Et moi qui déjà suis pas forcément rassurée, je me souviens, j'étais dans ce cimetière, je disais, ok, je suis toute seule. Et j'ai commencé ma promenade. Je l'ai faite, je suis restée 3 heures, je me souviens que j'étais mais exaltée, j'étais complètement euphorique. Et j'avais envie de parler à quelqu'un, de partager, de le dire. Et du coup, mon lien, c'était ça, c'était les photos. Je me suis filmée et je me gorgeais de tout en me disant, tiens, je vais pouvoir le recracher. Et j'espère le plus authentiquement possible pour que les autres puissent en profiter, quoi. D'accord. Donc ton blog a été très important et, et Facebook, effectivement, d'être resté en relation avec, avec tes amis. C'est un support moral très très important parce que sans ça, effectivement, ça aurait été beaucoup plus difficile. Difficile? Non, je sais pas. Non, honnêtement, je ne peux pas te le dire. Ça aurait été différent. Voilà, ça existe. Moi, je suis évidemment pro Internet, pro tout ça. Enfin, j'ai aucun problème avec la technique. Et même au contraire, enfin, je suis vraiment dedans. Voilà, donc aujourd'hui, ça existe. Peut-être qu'on peut dire que je suis moderne et que si c'était il y a 10 ou 15 ans, je serais partie avec un cahier, j'aurais écrit 5, 10, 20 cahiers, quoi. Et d'ailleurs, j'avais tout le temps un cahier sur moi et je notais aussi plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai pas du tout publiées sur mon blog, que je garde secrètes pour moi. Et c'est une énorme introspection, bien sûr. Donc il y avait ça, en plus il y a ce que moi j'ai voulu partager, parce que même si les gens ont pu avoir l'impression de partager tout mon voyage, moi j'ai l'impression d'avoir donné, je sais pas, 3%. Ouais, c'est normal, les donc personnels donc aussi. C'est énorme, c'est énorme ce qu'on prend, c'est énorme. Ouais. Quel a été ton meilleur souvenir de ce voyage? Même s'il doit y en avoir peut-être plusieurs. Question. Si tu devais en choisir qu'un seul. Tellement. Tous les jours, je pourrais te répondre quelque chose de différent. J'en ai. C'est fou. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir parti 4 ans, quoi. Allez, un que je dis quand on me pose vraiment la question et puis qui devient un peu le symbole parce qu'il faut bien choisir un. C'est dans le sud de l'Ipèze. En fait, j'ai fait une excursion de 3 jours en 4x4. On était 4 personnes. C'est où le sud d'Ipèze? Pardon. le sud de l'Ipèze, donc tout au sud sud-ouest de la Bolivie. D'accord. Et donc c'est au-dessus d'Atacama et il y a une partie qui est le Salar de Uyuni. Qui est un désert, en fait c'est dans le altiplano bolivien, et donc c'est une excursion en 3 jours, 4 jours ou 3 nuits, enfin bref, et donc en 4x4 et tu vois des paysages, et tous les jours ça allait en crescendo, et on se disait je sais pas si c'est l'altitude, mais tu te dis c'est pas possible, on est drogués, quoi. Parce qu'on était, en plus, le groupe qu'on avait formé, on était 4 tout seuls. Et on s'est super bien entendu, on se marrait super bien ensemble. Il y avait le guide, chauffeur et le cuisinier. Et dans la voiture, on passait notre journée à... on était tous aussi enfants, naïfs, euphoriques. Et on s'exclamait devant la beauté des choses tout le temps. Et quand on est arrivé devant cette lagune qui s'appelle Laguna Verde, qui est bleue, on est arrivé juste avant midi. En fait, ça fait un lac qui est devant un volcan de 6000 mètres.
Et elle est d'une couleur bleue. En fait, ça fait un miroir. Ça reflète ce volcan. Mais d'un bleu... gel dentifrice. J'arrive pas à trouver le mot. Et tout à coup, en fait, j'ai jamais su. Enfin, il y a plusieurs explications. Je sais pas si c'est le soleil ou le vent. Il y a une espèce de ligne bleue fluo qui se dessine à l'horizon et qui peu à peu s'avance vers nous. Et là, c'était pour nous, enfin moi je me souviens que ça a été un moment, c'est comme si, pour moi c'était un miracle qui se produisait devant mes yeux. Et plus personne ne parlait, enfin j'aurais voulu pleurer, j'ai pas de larmes qui est sortie, mais c'était, voilà, ça reste un souvenir incroyable. Mais je pourrais te parler de la baleine qui a surgi hors de l'eau à 15 mètres de nous en République dominicaine. Il y a eu des moments tellement magiques. Ouais. Alors pour celui-là, Bolivie, je te confirme, parce que moi c'était le plus bel endroit que j'ai jamais visité, le Salar du Uyuni. Et tous les jours, tu as des endroits, mais tu passes ton temps à te dire, mais c'est magnifique, ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. On se dit c'est pas possible, ça va pas s'arrêter. Tout est au même endroit. Tu vas choisir un endroit. N'y allez pas trop. C'est que 3 jours. Il n'y a que 3 jours, de toute façon, ça va vite. Une petite anecdote concernant ton voyage. Une anecdote. Alors. Amusante, hein, bien sûr. Amusante, ouais. Bah, écoute, c'est une anecdote que je raconte dans mon blog et qui finalement, je crois que c'est une des pages qui a été les plus lues. Particulièrement par des hommes, de façon étonnante. C'est une anecdote qui arrive, mais je sais pas, peut-être que je l'ai bien racontée. En tout cas, ça a plu. J'étais au Vietnam. Je devais prendre mon train pour aller au nord du Vietnam le soir, qui est un train couchette. Et j'avais 5 heures à attendre à la gare, donc je suis allée me boire un café. Et puis tout à coup, je me dis, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour passer le temps ? Je vais aller me dire, mais je vais aller me faire masser, puisque j'adore les massages, et qu'il y en a partout et que ça coûte pas cher. Et du coup, dans le quartier autour de la gare, je me renseigne et je demande où il y a un salon de massage. Et on m'indique... au début, personne, évidemment, on n'arrive pas à se comprendre, personne ne comprend. Je faisais le signe des massages, ils ne comprenaient pas de quoi je parlais. Et puis finalement, ils m'indiquent quelque part au bout de la rue, à gauche. Bon. Et c'était dans un passage. Et je me souviens qu'en entrant dans le passage, je me dis... bon, ça fait quand même bizarre avec la petite enseigne lumineuse au bout. Et j'arrive, il y a un comptoir, et puis j'ai un petit panneau, 300 000 Vietnam dong, je me souviens, pour 1 heure. Et je dis, bah voilà, super, je vais au moins passer 1 heure. Et en fait, au moment où je suis en train de payer, je vois 2 très jolies jeunes filles habillées avec des robes rouges très 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 courtes et des hauts talons qui passent dans le couloir. Et là, je me dis, oh non, c'est pas vrai, je suis tombée dans un truc de passe. Et je venais de payer, je me dis, bon, je sais pas, en même temps, il va rien m'arriver. Et donc le garçon qui venait d'encaisser me fait signe et me dirige vers une des petites salles, qui est comme une petite chambre en fait. Et quand j'entre dans la chambre, je vois la baignoire, les lumières rouges, ambiance quartier rouge de Amsterdam. Les bouteilles de shampoing genre X-Men, tu sais, bouteilles noires, pas du tout féminines. Et là je dis bon, et puis je me dis bon, après tout la nana elle va quand même me masser, donc voilà, je l'attends, enfin bref, finalement il y avait un sauna, il y avait une petite cabine individuelle pour prendre un sauna, ensuite un bain. J'ai pris mon bain et puis c'était à chaque fois j'étais là et je me disais mais qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais me faire dépouiller, qu'est-ce que je fais, j'arrête tout, je repars, et puis je sais pas, le feeling, je me suis dit on va voir. Et la petite nana est arrivée, elle est montée sur l'espèce de couchette de massage, elle savait absolument pas masser, donc à un moment j'ai dit écoute, masse-moi les pieds. Et puis voilà, je regardais l'heure jusqu'au moment où il a fallu que je parte. Enfin, ça a été assez comique. Voilà, il m'est rien arrivé, Dieu merci. J'avoue que j'étais pas trop rassurée. J'avoue que j'en ai ri en sortant, en me disant ouf. Et que quand ma mère a lu l'article sur mon blog, je me suis fait allumer. Voilà. C'est normal. Donc, le retour, est-ce que ça n'a pas été trop dur ? Est-ce que tu l'as préparé dans ta tête ? Est-ce que ça n'a pas été ? C'est pas que ça n'a pas été, c'est que c'est encore, aujourd'hui, 5 mois après,
extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Je m'étais pourtant beaucoup préparée. Comme je t'ai dit avant, c'était pas une fuite, donc je craignais pas de revenir. Je savais que j'avais pris ce temps pour moi. Et je m'étais vraiment conditionnée. Je me souviens, les derniers jours, je me disais, bon, c'est dur de rentrer. Oui, c'est dur. Comme tout le monde, hein, quand on vient de passer les super vacances et qu'on dit, ah, je veux pas rentrer. Mais voilà, je savais que je rentrais, j'allais voir ma famille, j'allais reprendre mon travail, et puis les choses reprennent. Et en fait, là où c'est vraiment très bizarre, c'est qu'on rentre. Et de façon... Bon, les 2-3 premiers jours, on est un peu sur notre planète. Et tout à coup, tous les automatismes, tout se remet d'un coup, en une semaine. Comme si de rien n'était. Et ça c'est vraiment... je l'ai mis aussi dans mon blog. Je m'étais fait une auto-interview avant et une auto-interview au retour. Et justement, je racontais que c'était fou, quoi. C'est comme si j'étais jamais partie. Et tout à coup, on se dit, mais c'est pas vrai, j'ai rêvé, je suis pas partie. Alors que j'avais l'impression de partir 3-4 ans. Et tout à coup, je me dis non. Et bon, alors après, les choses se remettent tout doucement aussi en place. On essaye d'accepter. Et puis, et là, j'avoue que dès que l'hiver a commencé à arriver, c'est vraiment très, 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 très dur. Et je pense qu'à ça, tous les jours, tout le temps. J'ai tout le temps des images... comme quelqu'un qui a été traumatisé par un accident, qui a des flashs qui reviennent tous les jours, ben moi c'est des flashs magnifiques qui reviennent tous les jours et c'est très difficile de se dire que c'est passé, que c'est derrière. Et hier soir j'étais encore en train de discuter avec quelqu'un que j'avais évidemment rencontré pendant mon voyage et je venais de poster une photo parce que tous les jours j'essaie de... Voilà, je mets mes trucs à jour avec une photo d'il y a un an. Et il m'a dit, Olympia, c'est terrible, moi c'est pareil, tous les jours, je me souviens de là où j'étais il y a un an et c'est horrible. Alors, est-ce que ça te donne envie de changer de vie ou pas? Parce que bon, faire un tour du monde, on sait, c'est un peu comme partir en vacances dans un endroit merveilleux, on se dit, on profite du moment, mais on a la vie quotidienne en fait à gérer, que si on partait quelque part dans un endroit merveilleux, peut-être qu'on serait pas heureux d'y être tout le temps. Comment tu vois les choses maintenant en fait? Est-ce que tu aimerais retourner ou est-ce que tu es habitué à la ville comme tu étais habitué à vivre ici non. Et que je pense que je l'avoue, je me suis complètement trompée parce que je me suis dit bon, je suis partie à 41 ans, c'est pas comme un voyage initiatique que tu fais quand tu as 22-25 ans, donc je veux dire, mon caractère est formé, j'ai de l'expérience de la vie et tout ça, et du coup je me suis dit, et même pendant mon voyage, les gens me disaient, est-ce que tu te sens changé? Je leur dis non, je n'ai pas changé. Oui, je fais une énorme introspection sur moi. Mais en fait, c'est au retour que j'ai réalisé. C'est vraiment, moi, je n'avais pas l'impression de changer ou d'être en train de changer. Et en fait, les modifications sont tellement profondes, c'est des choses qui sont tellement, puissantes. Et qui sont pas de l'ordre de maintenant je ferai plus comme ça ou je serai plus patient. Oui, il peut y avoir ça, mais c'est des ruptures sur des concepts de la vie de base, voilà, de base. Et je dois t'avouer que je me rends compte que j'ai plus envie d'être dans une ville, que j'ai envie d'être dans la nature, que le virus des voyages ne m'est pas du tout passé, que bien au contraire, là je suis complètement, comment on dit, imprégné, malade de ce virus. Et que oui, qu'il y a des choses en moi qui ont vraiment changé, et que là j'ai envie de profiter de la vie, que je me dis que j'en ai qu'une et que c'est maintenant que ça se fait. Donc après, est-ce que je vais changer toute ma vie? Est-ce que ça va être la révolution? Je peux pas encore te le dire, mais en tout cas au plus profond de moi-même, il y a vraiment des très très gros bouleversements que j'ai réalisés là. D'accord. Oui. Et donc ça veut dire que ta vie actuelle finalement ne te convient plus. Ça veut dire que tu es déjà en train de planifier des choses secrètement, mais tu n'es pas obligé de le dire bien sûr. Mais écoute, dans l'immédiat, voilà, dès que je suis rentrée, j'ai mis en marche des expos photos qui ont très très bien fonctionné. Ça m'a permis de faire perdurer le voyage. Il y a eu mon blog
qui a eu aussi beaucoup de succès. Aussi au retour, il y a une espèce de... Voilà, grâce à la société dans laquelle je travaille qui m'a soutenue et qui a même encouragé ce que j'avais fait. Donc mon blog, on en a parlé sur intranet et du coup il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, etc. Après du coup il y a les petits concours de blog, etc. auxquels j'ai participé. Et tout ça, ça m'a permis de faire une suite de mon voyage, de continuer à être en contact avec des voyageurs, de continuer à en parler, parce que c'est, encore une fois, c'est comme un choc dans la vie, c'est-à-dire qu'on a besoin de le partager avec d'autres, d'en parler, etc. Et ça, écoute, dans les médias, c'est ce qui se passe pour la suite, je peux pas te dire encore. D'accord. Si tu devais recommencer, tu t'y prendrais de la même manière? Tout pareil. D'accord. Tout pareil, C'est clair. avec 5 ans en plus. Enfin, 5 ans de voyage en plus. Je crois tout pareil. J'ai rien regretté pendant tout le voyage. Je me disais, mais c'est dingue, j'étais hyper fière de moi, de ce que je faisais. C'était une fierté, enfin, t'imagines bien, c'est pas de la prétention, c'est d'être fier de ce qu'on fait, de sentir. Et je trouvais que mon itinéraire était impeccable. Je trouvais que le temps que je passais dans les endroits, évidemment, il y a des endroits où j'aurais voulu rester plus longtemps. Mais oui, si c'était à refaire, je le referais de la même façon. D'accord. Tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans cette aventure? Allez-y. Allez-y. Même si vous êtes seul, finalement, c'est ça. Parce que toi, tu es parti quand même seul. Donc, effectivement, il y a toujours des choses... la plupart des gens qui voyagent seuls te disent qu'ils ne sont jamais seuls. Et c'est vrai. C'est-à-dire que si tu veux être avec du monde, tu ne passes pas une minute tout seul. Et pour te dire que moi, par moments, justement, je fuis les gens parce que je tenais à avoir ces moments pour moi. Parce que je voyais beaucoup de gens. Je pense que quand on est plusieurs, on profite plus des choses de la même façon. Et moi, peut-être parce que je suis plus âgée, que j'ai peut-être moins ce besoin ou cette envie de faire la fête. Pour moi, c'était pas le tour du monde des spots de teuf, quoi. Mais que j'avais envie de profiter de la nature. Voilà, mon truc, c'était la nature, les grands espaces, les gens, la langue. En un mois, j'ai réussi à me débrouiller de façon rudimentaire, mais à me débrouiller en vietnamien. En 3 semaines, un peu de balinais aussi d'indonésien. Donc c'était tout ça. D'accord. Mais écoute, allez-y. Je te remercie. Merci à toi, c'est un plaisir de m'avoir donné l'occasion de repartager et d'en faire partager d'autres. Et encore une fois, de le revivre en racontant ça. Et ça nous fait tout autant plaisir de t'écouter. Et puis nous mettrons en ligne aussi le lien vers ton blog et tes photos qui ne manqueront pas d'intéresser certaines personnes. N'hésitez pas à faire des retours.